Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Après vous avoir partagé dans ma vidéo précédente mon évolution salariale et vous avoir dit sans fil combien j'ai gagné du début de ma carrière en tant que consultante jusqu'à la fin de mon salariat, eh bien, dans cette vidéo, on va continuer sur le thème des finances. Et je vais partager avec vous un mode d'emploi, un mode de fonctionnement qui partage des méthodologies et des éléments de mindset pour passer d'une capacité d'investissement de 0 à plus de 100 000 euros. Donc ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc si ça fait un moment que tu suis ma chaîne et que tu regardes mes vidéos, tu as pu constater que je parle de différents types d'investissements, notamment l'investissement immobilier avec l'achat d'appartements en France et la construction d'immeubles au Sénégal à but locatif, d'exploitation, dans la location courte durée et autres. En fait, tu dois te dire, ok ma belle, c'est très bien, mais on n'est peut-être pas dans la même situation, on n'a peut-être pas la même capacité de finance, on n'a peut-être pas le même train de vie, on ne gagne pas les mêmes sommes, ou peut-être oui, tu as commencé avec un backup familial, peut-être que tu fais partie des Trust Fund Baby, tu avais quelque chose, tu as commencé avec quelque chose. Eh bien, dans mon cas, j'ai démarré mon aventure avec zéro, en tout cas financièrement. Je dirais pas que j'ai commencé vraiment de zéro parce que j'avais le soutien de ma famille et tout ça pour moi c'est un capital. J'avais l'exemple que mes parents m'ont montré, les exemples que j'avais autour de moi qui m'ont motivé à faire les choses. Donc ça, quelquefois, ça a même plus de valeur que de commencer avec un compte bancaire avec 30 000 ou 40 000 euros, peu importe la somme qu'on considère être une bonne somme pour démarrer, mais j'ai en tout cas commencé avec zéro ou très très peu d'épargne. Quand j'ai eu mon bac et que j'ai décidé d'être indépendante, prendre un appartement, de prendre des jobs étudiants, en tout cas j'ai commencé avec quasiment rien. Et donc je vais partager avec toi un mode d'emploi à peu près pour maximiser ta capacité d'investissement et que en quelques années tu puisses vraiment évoluer de zéro à avoir vraiment une capacité d'investissement non négligeable. Je vous donne la somme de 100 000 euros comme j'aurais pu vous donner la somme de 80 000 euros ou 150 000 euros, mais j'ai constaté et je pense qu'il y a un côté psychologique également avec cette somme de 100 000 euros, c'est vraiment en fait un plafond que les gens se mettent parce que c'est une somme qui à la fois va cristalliser des crispations. Il y a beaucoup de gens qui voient 100 000 euros comme la chose très difficile à atteindre et il y a également un deuxième aspect, c'est que lorsqu'on a réussi justement à atteindre 100 000 euros de capacité d'investissement, je pense que ça débloque un niveau, ça débloque quelque chose dans la tête où on se dit que en fait j'ai réussi à investir mes premiers 100 000 euros, donc the sky is the limit. Et je pense que c'est statistiquement prouvé, le plus difficile à réaliser, c'est les premiers 100 000 euros. Une fois qu'on a atteint les premiers 100 000 euros, il sera plus facile de faire justement plus d'argent, de faire 100 000 euros, 200 000 euros jusqu'à 1 million et aller encore plus loin. Et c'est justement pourquoi j'ai pris cette somme de 100 000 euros. Donc on va dire que mon mode d'emploi, on va faire très simple, il va se diviser en 3 parties. Alors commençons avec la première partie. Donc la première partie, je pars du point de départ et je reviens à l'époque où j'étais fraîchement bachelière. J'étais fraîchement adulte et là, j'étais responsable de moi-même, entre guillemets. Et donc, le premier investissement qu'on peut réaliser en ayant 0 euros, ça peut sembler bateau. Tout le monde le dit, toutes les chaînes, que ça soit françaises ou américaines, à peu près le disent, mais c'est l'investissement en soi et l'investissement dans la connaissance. Parce qu'on ne peut pas réaliser des choses qu'on n'a pas comprises ou qu'on n'imagine pas possible. Donc déjà, le fait d'apprendre et d'élargir son champ de connaissances va permettre en parallèle d'élargir le champ des possibles. Donc moi, la première chose, ça a été mon parcours d'études. Et donc quand j'ai eu mon bac venant de banlieue parisienne, il y avait deux options. Il y avait des gens qui ont dit, écoute, je veux faire de l'argent, donc je prends un job automatiquement. Et il y avait les gens comme moi qui franchement ne voyaient pas d'autre échappatoire que les études. Pour moi, la seule manière de pouvoir évoluer et de pouvoir vraiment avancer dans ma situation et de pouvoir atteindre d'autres strates sociales, entre guillemets, c'était les études. Donc du coup, je me suis dit que je vais essayer d'aller le plus loin dans mes études et le plus rapidement possible. Et donc, même dans le cadre de ces études, parce que les études, c'est pas une fin en soi, il faut être stratégique. Et j'ai été stratégique dans un premier temps dans le choix de mon école ou de mon université. Lorsque j'ai fait mes vœux d'orientation, j'ai fait mes vœux d'orientation vers des universités et celle dans laquelle j'ai été sélectionnée était l'université La Sorbonne Nouvelle, faisant partie du groupe La Sorbonne. Et j'ai été stratégique dans le sens où, même si je n'ai pas fait de
grandes écoles de commerce ou de grandes écoles en général, j'ai choisi quand même une école qui avait un nom qui parlait à tout le monde à l'international. Le groupe La Sorbonne, c'est connu pour être une université historique, une université française bien reconnue, et donc je pense que j'ai pu bénéficier de l'avantage d'avoir écrit sur mon CV La Sorbonne Nouvelle. Et je pense réellement que le fait d'avoir ce nom-là dans mon CV m'a permis de minimiser les blocages à l'entrée. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent bloquer, le code postal, l'école, etc. Et j'ai pas forcément cherché la meilleure licence parce que il y a des masters et des licences qui sont très bien notés dans n'importe quelle université, l'université de Lille, l'université de Villetaneuse, l'université de Nanterre. Mais moi, j'ai vraiment été stratégique de ce côté-là parce que je sais qu'il y a des camarades qui allaient dans des universités pour la qualité des profs, la qualité du master, ce qui est finalement une raison valable, mais c'est vrai que malheureusement, le nom va compter sur le CV. Donc voilà déjà un premier choix stratégique que j'ai fait. Le deuxième choix stratégique que j'ai fait dans le cadre de mes études, c'est le fait d'avoir développé, on va dire, des compétences entre guillemets rares. Après rare, chacun a sa façon de voir rare, hein, parce que quand je vais vous dire les compétences, vous allez me dire que c'est pas rare. Mais en tout cas, il y a 10 ans, 15 ans, c'était assez rare d'avoir dans un premier temps la réelle maîtrise de plusieurs langues. Donc j'étais bilingue en anglais, je parlais couramment l'espagnol et c'est vrai que j'avais également une expression orale assez avancée. J'étais assez à l'aise à l'oral. Et donc j'y suis allée à fond, j'ai vraiment développé ça pendant mes études. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu, pendant toutes mes études, décrocher en parallèle des jobs étudiants qui étaient moins pénibles que les jobs étudiants classiques, du style travailler au McDo, être serveur au restaurant ou travailler dans le prêt-à-porter pur. Donc moi, ce que j'ai pu faire comme job étudiant, travailler dans des centres linguistiques, être responsable produit, pouvoir justement développer des compétences complémentaires qui m'ont aidé à trouver un meilleur job et par effet boule de neige, avoir un meilleur salaire. Donc voilà, essayez de maximiser sur la formation, l'acquisition de compétences. Aujourd'hui, on a beaucoup de moyens en dehors des études classiques d'avoir des compétences. On a des chaînes YouTube, on a des formations gratuites en ligne, on a des e-books, des certifications, donc c'est des choses qui sont quand même diplômantes qu'on peut mettre en avant. Et au final, il n'y a vraiment pas de limite. C'est vraiment important d'être ambitieux et d'aller aussi vers des postes que on s'imaginerait pas obtenir et essayer parce qu'on peut toujours être la personne qui fait mouche, même si on n'a pas le diplôme qu'il faut, on n'a pas les années d'expérience qu'il faut. Donc vraiment essayer d'aller se former et aller vers des compétences que tout le monde n'a pas. C'est vraiment ces choses-là qui vont faire la différence et pour moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, ma maîtrise des langues et de l'oral m'aide énormément sur des postes sur lesquels avec une autre personne concurrente, on est à compétences égales ou même si la personne a un peu plus de compétences techniques que moi, c'est vraiment dans ce sens-là le côté interpersonnel et le côté linguistique qui m'aide. Et raison pour laquelle j'insiste toujours pour travailler dans des environnements internationaux, c'est parce que c'est dans ces environnements-là que mon profil brille le plus. Puis le deuxième point, ça sera la gestion financière. Donc une fois que ça s'est mis en place et que j'ai exploité déjà dans mon environnement les choses qui étaient à ma portée au maximum, j'ai pu commencer à obtenir des jobs et faire un peu de sous même si c'était pas énormément d'argent. Et donc à ce moment-là, ce qui va être important, c'est la gestion financière. Pour la gestion financière, il y a 3 points. Le premier point, c'est essayer de gagner plus. Essayer de gagner le maximum dans la limite de vos capacités et sur les postes auxquels vous pouvez prétendre. Donc je vous en parle justement dans ma vidéo sur mon évolution salariale où j'ai partagé avec vous les leviers que j'ai actionnés pour maximiser mon salaire, même si ça avait très mal commencé au début, j'ai réussi à me rattraper et c'est pour ça que c'est important d'être intraitable de ce côté-là et d'essayer de maximiser vraiment le salaire que vous pouvez gagner. Donc ça passe par la négociation salariale. Vous pouvez également créer des side business, faire des activités complémentaires qui vont vous faire de l'argent, soit par l'offre de services ou sinon la vente de produits. Donc vous pouvez vraiment avoir un side business. Moi, mon tout premier side business quand j'étais étudiante, c'était la vente d'extensions qui me permettait de faire, on va dire, des sous avec un investissement minime au démarrage, quelques centaines d'euros. Et ça m'a permis de faire des sous à côté. À côté de ça aussi, il y a quelque chose qui est très sous-exploité en France, à mon sens, qui est très exploité aux États-Unis, c'est le fait de prendre plusieurs jobs à la fois. Vous pouvez avoir votre 35 heures du lundi au vendredi et essayer de trouver un deuxième job les week-ends. Donc que ça soit en freelance ou un deuxième job à temps partiel, c'est quelque chose qui est faisable. C'est vrai que ça se fait pas beaucoup en France, mais sur une période où vous voulez vraiment faire plus d'argent, c'est quelque chose qui est à notre portée parce qu'on peut faire un peu plus d'heures
d'heures que 35 heures par semaine. En tout cas, ça se fait beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis. Et une fois que vous avez réussi à gagner plus, le deuxième point, ça sera de gérer ses dépenses. Je vais vous insérer quelque part ma vidéo où je partage avec vous mon outil de gestion budgétaire avec des tips justement pour bien gérer son argent, pour vraiment vivre dans ses moyens et ne pas trop dépenser. C'est très important de connaître l'argent qui rentre et de savoir l'argent qui sort tous les mois pour vraiment savoir justement l'argent qu'il vous reste pour pouvoir justement passer au troisième point qui est d'épargner. Parce que c'est avec votre épargne que vous pourrez investir. Et donc l'épargne, c'est tout simple. Je vous en ai parlé également dans ma vidéo sur la maîtrise de ses dépenses, mais épargner, c'est très important et vous allez commencer par la première épargne, c'est l'épargne de sécurité. C'est une épargne qui vous permettra de gérer et de pallier à des urgences de santé, la perte inopinée d'un emploi ou plein d'autres choses. Et justement, l'épargne de précaution, c'est entre 3 mois et 1 an, selon votre sensibilité et votre situation. Donc entre 3 mois et 1 an de subsistance. Et ça, une fois que c'est fait, c'est là que les choses sérieuses vont pouvoir commencer en matière d'investissement. Donc on va passer à la troisième partie et justement au troisième point de la stratégie pour pouvoir passer de 0 à plus de 100 000 euros de capacité d'investissement. Et donc là, dans cette troisième partie, on va parler d'investissement financier. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler et à avoir un peu d'argent à travers mes jobs étudiants, même avant d'avoir trouvé mon travail officiel après avoir été diplômée, le premier investissement que j'ai réalisé, et c'est toujours dans la continuité de l'investissement en soi, c'est pour le permis et une voiture. Et donc c'est vrai qu'une voiture, ça peut être une source de dépenses sans fin, mais dans mon cas, j'ai réellement tenu à avoir une voiture très vite. Donc dès mes 19 ans, j'ai eu mon permis et j'ai acheté une petite voiture, et c'était justement pour pouvoir accéder à des jobs étudiants qui vont mieux me payer, notamment avec l'aéroportuaire. Parce que je savais très bien que l'aéroportuaire me permettrait de faire des horaires décalés, de travailler pendant les dimanches et de gagner plus, parce que justement, c'est des milieux dans lesquels on gagne un peu plus sans diplôme entre guillemets que de travailler en supermarché en tant que caissière ou autre. Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment utilisé le permis qui m'a coûté très cher parce que j'ai fait beaucoup d'heures, et surtout qu'à l'époque on n'avait pas les financements CPF, etc. Je l'ai utilisé pour justement atteindre d'autres boulots et avoir de meilleurs salaires. Et donc après, si on met de côté cet investissement là dans la voiture, le premier levier pour vraiment maximiser sa capacité d'investissement, en tout cas en France, si on a un CDI et une situation stable, ça sera le financement bancaire, donc les prêts bancaires. Qu'il s'agisse des prêts personnels ou bien des crédits conso, et même les prêts immobiliers pour réaliser des investissements immobiliers. Et justement, pour craquer le code, pour vraiment maximiser ces leviers-là, c'est de les utiliser pour des projets. Justement, le fait que j'ai travaillé dans la banque, je connais un peu les mécanismes, et la banque s'enrichit quand vous tombez justement dans des pièges de, par exemple, contracter un crédit conso pour derrière aller en voyage, partir faire des dernières vacances qui ne vous apporteront rien et que vous allez rembourser pendant des années, ou acheter la dernière télévision, dernier cri pour juste consommer chez vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des prêts personnels pour financer des projets, financer des business, des choses qui vont pouvoir vous rapporter de l'argent. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir maximiser de ce côté-là. Aujourd'hui, vous avez la capacité de faire des prêts personnels pour plusieurs dizaines de milliers d'euros qui peuvent vous aider à démarrer un projet, à investir dans des machines qui vont vous rapporter de l'argent, à investir dans du matériel pour rendre des services qui vont justement vous faire gagner de l'argent. Donc c'est vraiment pouvoir maximiser ce levier-là. Et bien sûr, les prêts pour l'immobilier, là vous n'avez pas le choix, c'est pour investir dans l'immobilier. Dans une vidéo, je vous ai parlé du salariat vs entrepreneuriat, et dans une autre vidéo, je vous ai parlé de la mania de l'entrepreneuriat, où je vous disais que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Et en matière d'investissement, notamment l'investissement immobilier, il faut quand même reconnaître que le salariat permet d'avoir un réel avantage, c'est l'accès au financement. Donc si vous êtes salarié, franchement, profitez-en et maximisez votre accès au financement, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. On a même des chefs d'entreprise qui gagnent énormément d'argent, qui ont énormément de difficultés d'accéder au financement. Donc ça, c'est très important. Et moi, ce que j'ai fait, c'est au lieu d'acheter ma résidence principale en premier lieu qui allait me bloquer avec un remboursement que je devrais rembourser de ma poche, j'ai décidé de réaliser un investissement locatif qui me permettrait justement de rembourser mes mensualités avec justement les loyers
loyer que j'allais percevoir. Et c'est comme ça que vous vous maintenez à flot, que vous n'allez pas venir impacter votre pouvoir d'achat en utilisant ces prêts et ces crédits-là. C'est vraiment en les utilisant pour financer des projets qui vont derrière travailler pour vous et vous rapporter de l'argent. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez augmenter votre capacité d'investissement et justement en le mettant de côté, pas en le brûlant. Vous pouvez vous faire plaisir, mais continuez à réinvestir l'argent que vous gagnez. Voilà la stratégie pour vous permettre de passer de 0 à 100 000 euros de capacité d'investissement. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai choisi cette somme de 100 000 euros pour une raison. Et ce que je souhaiterais dire, c'est que vraiment, c'est réalisable, que c'est réalisable finalement par tout un chacun, toute personne qui est en capacité de travailler, qui est en capacité de générer du revenu et de maximiser et qui finalement n'a pas de handicap physique ou psychologique peut finalement l'atteindre. Il faut juste mettre en place une stratégie. Maintenant, la durée va varier. Bien sûr, elle va varier, mais aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles on vit, on a réellement des leviers pour aller chercher cette capacité d'investissement-là et je vous ai expliqué justement les différents leviers qu'on a. L'essentiel, c'est prendre le temps de se renseigner, aller se rapprocher de personnes qui l'ont déjà réalisé parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Donc ça, c'est très important également. Ne pas hésiter à ouvrir son réseau, aller vers des milieux qui vous intéressent justement, dans lesquels vous n'êtes pas encore et vous trouverez toujours une personne qui sera prête à vous renseigner parce que les gens aiment finalement partager, même s'il y a des personnes qui vont garder leurs petits secrets, il y a toujours des personnes qui aiment partager et avancer de manière méthodique au fur et à mesure, ne pas perdre son objectif de vue et surtout avoir dans la tête le fait que c'est réalisable. C'est la première étape, savoir que vous pouvez le réaliser, avoir bien sûr des paliers, premier palier, deuxième palier, mais toujours garder son objectif de vue. Si vous voulez faire 100K, vous réussirez à faire ces 100K là. Au début, vous aurez des objectifs qui seront basés sur votre situation et au fur et à mesure que vous allez augmenter les opportunités, vous pourrez réduire cet objectif là. Et donc, pour vous donner une ordre d'idée, par exemple, si vous ne faites aucun type d'investissement et que vous vous basez que sur l'épargne, à hauteur de 500 euros par mois, vous pourrez atteindre 100 000 euros au bout de 16 à 17 années. C'est quelque chose qui est faisable et ça peut être un objectif. Comme vous pouvez essayer de réduire cette durée-là en investissant intelligemment et vous pourrez peut-être l'atteindre en 5, 6 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, dépendamment de votre situation. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire. Venez me suivre sur Instagram où je partage au quotidien. Et si vous voulez télécharger les contenus que je partage comme mon gestionnaire budgétaire qui est très important pour atteindre vos 100K, n'hésitez pas à aller sur mon site internet et vous retrouverez plein de contenus super intéressants. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!